glory that was Athens, an aerial view that will long remain in the memories of these passengers en route to Rhodes, an island off the Greek mainland. Rhodes, fabled in antiquity but half forgotten by time, until it became the scene of what critics and audiences the world over have hailed as the greatest high-adventure film of all time. This plane is landing no ordinary group of tourists, and the word has spread. From halfway round the world came David Niven, Gregory Peck and his lovely wife, and Anthony Quinn, only a few of the all-star cast. Writer-producer Carl Foreman, after conferences with the Greek government, adds 12 destroyers along with an army of more than 1,000 infantrymen, scores of cannon, mortars and tanks. A big film is in the making. The stars get right down to hard work riding the local transportation over rough, steep mountain trails. Co-star James Darren brings his wife along just for the ride, en route to the first location of Columbia Pictures' spectacular adventure film, The Guns of Navarone. Fertig zum Feuern. Schwing auf 28. Mach auf! Mach auf! Achtung! Fertig! Feuer! Capitale du Dodécanèse, Rhodes joua un rôle important du 5e au 3e siècle avant Jésus-Christ. Puis l'île appartint aux empires romains et byzantins avant d'être dominée de 1306 à 1519 par les chevaliers de Saint-Jean. La cité médiévale, entourée de murailles, veille toujours sur la ville de Rhodes. L'île subit ensuite les occupations ottomanes et italiennes. Véritable centre névralgique, le port de Mandraki est un trait d'union entre la vieille ville et la ville nouvelle. Une biche et un cerf en bronze gardent l'entrée du port, là où, dit-on, le colosse se dressait jadis. Le port s'étend vers la forteresse en ruine du XVe siècle, aujourd'hui transformée en phare, sur le promontoire après les 3 moulins à vent médiévaux. Antipatros inscrivit sur sa liste un autre prodigieux monument maritime. À cet endroit, sur l'île de Rhodes, une immense statue du dieu Hélios surplombait le port, le colosse de Rhodes. En débarquant sur la rive de cette île, Antipatros passa sans doute lui aussi au pied des fortifications. Peut-être savait-il que le colosse avait été érigé à cause d'elle. Au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, des troupes ennemies avaient voulu prendre d'assaut le rempart. Seul l'oracle du dieu du soleil avait écarté ce malheur. En l'honneur d'Hélios, les habitants de Rhodes avaient alors fait ériger une gigantesque statue que la postérité s'est imaginée grandiose.
Le Rhodes moderne n'a plus rien à voir avec la cité-État de l'Antiquité. Le tourisme est florissant, il a entièrement changé le visage de la ville. Depuis longtemps, plus personne ne se souvient exactement de l'aspect du colosse, ni de l'endroit où il se trouvait. Est-ce là où se dresse depuis le Moyen-Âge un fort des Croisés? Ou bien ici, à 2 bons kilomètres du port, où l'on retrouve encore d'anciens socles de marbre et des morceaux d'armature. Mais comment une aussi faible base aurait-elle suffi à supporter ce géant de 30 tonnes? Les touristes et artistes de tous les temps se représentent plutôt la statue à cet endroit. Si l'emplacement de la statue est incertain, comment savoir aujourd'hui à quoi ressemblait vraiment l'œuvre? Seule la taille nous est connue, 33 mètres. Mais la statue de bronze, jambes écartées, surplombait-elle vraiment l'entrée du port? Il n'en reste au musée de Rhodes qu'un seul indice. Dans la section des sculptures antiques se trouve une tête de marbre qui est de toute évidence celle du dieu Hélios. On distingue clairement les trous où était fixée jadis la couronne de rayons. Le colosse de Rhodes pourrait bien avoir eu exactement cette tête. Nous allons tenter de retrouver à l'entrée du port les traces de ce mythe qui, à peine 66 ans après son érection, connut le même sort que le phare d'Alexandrie. Un tremblement de terre abattit le colosse. S'il est peu vraisemblable qu'on retrouve encore aujourd'hui des bribes de statues sous la mer, nous espérons néanmoins découvrir quelque chose. Une pierre du piédestal ou un petit morceau de bronze, tout juste mis à nu par le courant. Et puis c'est un beau rêve que de plonger à la recherche du colosse de Rhodes. Sonder les profondeurs d'où l'île de Rhodes elle-même aurait autrefois jailli. C'est du moins ce que dit la légende. Nous descendons dans l'eau claire de la mer Égée jusqu'à 8 à 10 mètres de profondeur. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. Rien que la roche naturelle sous les algues. Pas la moindre trace de bronze. Tout au plus, ça et là, une étoile de mer et des algues. Contrairement à Alexandrie, il n'y a pas ici la moindre trace de monument antique. Les 15 tonnes de bronze, les 9 tonnes de fer, la pierre, tout a dû être emporté lorsqu'un riche marchand racheta les restes de métal et les chargea sur 1000 chameaux pour les transporter jusqu'en Syrie. Le mystère reste donc entier. À quoi ressemblait le colosse de Rhodes? La Statue de la Liberté en Amérique peut nous en donner une idée. Cette sculpture métallique colossale pose le même problème de statique. Dans un atelier de maquette de Francfort, nous tentons de reconstituer le colosse avec des spécialistes des problèmes de statique et un archéologue, le professeur Pfromer. Étonnante conclusion des spécialistes, la Statue de la Liberté, conçue il y a plus de 100 ans par Gustave Eiffel, présente la seule forme imaginable, même pour le colosse de Rhodes. Ein perfektes Beispiel einer antiken Riesenstatue, die es an mehreren Orten in der Antike gab. Und auf der anderen Seite zeigt es sehr deutlich die Zeit der Erbauer. La reconstitution s'effectue sur la planche à dessin suivant le modèle d'aujourd'hui. Plus les architectes étudient la statue, plus il semble évident que ses dimensions ne laissaient guère de marge à la fantaisie du sculpteur. Dass der Koloss mit gespreizten Beinen über der Hafeneinfahrt steht und die Arme von sich streckt, das ist eine moderne 17., 18. Jahrhundert-Vorstellung. Dekorativ, imposant, aber mit den spröden Materialien der Antike konstruktiv einfach nicht zu verwirklichen. Sieht das deutlich, wenn man sich den Arm imaginär gesenkt vorstellt. Das geht einfach nicht. Hier drückt der Wind und das Wetter dagegen. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als den Arm hoch aufgestreckt uns vorzustellen und die Fackel da oben reinzubringen. Es gibt doch gar keine andere Möglichkeit, die kann eigentlich nur da oben gewesen sein. Une chose encore.
Les mollets de la statue devaient être d'une disgracieuse grosseur pour supporter le poids. Il fallait un appui, une troisième jambe, pour résister à la force du vent. Ce qui est représenté sur notre maquette par une couche de peinture devait être en réalité une enveloppe de bronze de 2 à 3 mm d'épaisseur, qui pesait quand même 15 tonnes. Comme la Statue de la Liberté à New York, le colosse devait saluer les bateaux qui entraient dans le port, mais sans flambeaux ni jambes écartées. La statue n'était pas extraordinaire, mais elle était imposante, avec ses 33 mètres de haut. Et comme la Statue de la Liberté, le colosse devint le symbole d'une ville. Plus qu'une simple sculpture, une merveille du monde, incarnant la fierté de toute une époque. Des statues qui deviennent plus que des œuvres d'art, des mythes éternels, des merveilles du monde. D'élégants édifices publics construits dans les années 20 bordent le port. La poste, le tribunal, la mairie, le commissariat et le théâtre national s'y succèdent. L'église de l'Annonciation, construite en 1925, est une réplique de l'église des Chevaliers de Saint-Jean. L'intérieur est richement orné. Depuis 1947, l'église est une cathédrale gréco-orthodoxe et dans les années qui suivirent, elle fut entièrement peinte dans un style byzantin. Contrairement aux peintures murales en partie ternies ou roussies dans les églises relativement vieilles, les fresques de cette dernière sont très bien conservées. À côté d'une gigantesque fontaine, copie de la Fontana Grande de Viterbe en Italie, se dresse le palais de l'archevêque qui jouxte l'église. Le port de Mandraki jouxte le nouveau marché ou Nea Agora avec ses dômes mauresques et ses cafés animés. Les Rhodiens viennent faire leur promenade du soir sur les quais du port qui accueillent nombre de yachts et des bateaux proposant des excursions ou des voyages vers les îles voisines. L'île de Rhodes se situe aux confins de la mer Égée. Le colosse de Rhodes, la 6e merveille du monde, s'élevait là, entre les années 251 et 225 avant notre ère. Voici ce que dit la légende qui nous instruit sur la naissance de l'île. Au début des temps, l'île reposait au fond de la mer.
Un jour, Hélios, le dieu du soleil, la souleva jusqu'à la surface pour la contempler. Et il la trouva si belle qu'il demanda aux autres dieux s'ils pouvaient la garder. Et Zeus, le père des dieux, donna l'île à Hélios, qui veilla avec constance sur sa terre d'élection. Il y a tant de visiteurs sur l'île que 5 personnes sur 6 sont des touristes pour un seul résident. Les étrangers viennent jouir de la beauté de la côte, de la merveilleuse hospitalité grecque, ou se bercer du souvenir des temps anciens. Au début du XIVe siècle, les Templiers croisés de l'ordre de Saint-Jean se réfugièrent sur l'île après avoir été chassés de la terre promise par les armées musulmanes. Ils prirent à cette époque le nom de chevaliers de Rhodes. Leur nombre n'excéda jamais 500 et ils exerçaient une domination sévère sur une population de plus de 100 000 Grecs. Ils vivaient dans ces maisons de pierre. Les chevaliers se les partageaient selon leur nationalité d'origine. Les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean, chevaliers de Rhodes, étaient en guerre avec l'islam tout entier. La flotte turque du sultan lança une première attaque contre l'île en 1444. Les chevaliers détruisirent une flotte de 180 bateaux et mirent en déroute complète l'armée qu'elle convoyait. Après bien des attaques similaires, les Turcs se présentèrent en 1522 avec une armée de 150 000 hommes. Au terme d'un siège de 6 mois, Soliman le Magnifique offrit aux chevaliers la possibilité de quitter l'île sans perdre la face. Le grand maître de l'ordre accepta et les chevaliers s'installèrent à Malte, où l'ordre réside toujours. La ville elle-même a la forme d'un amphithéâtre dans lequel toutes les habitations s'étagent à partir du centre. Il reste peu de ruines de la Rhodes antique. 2400 ans plus tard, nous retrouvons le temple d'Apollon. Le stade aussi est bien conservé. Il ne fut pas trop difficile de lui redonner un peu de sa splendeur passée. L'école de philosophie était d'une grande notoriété. César, Cicéron, Tibère vinrent ici écouter les maîtres. Mais la réputation de Rhodes dans le monde antique était due à ses sculptures. Pline nous dit que la ville était agrémentée de plus de 300 statues. La plus importante était probablement le grand taureau de Farnèse, que l'on peut admirer désormais au Musée national de Naples. Voici le célèbre groupe de Laocoon. Michel-Ange lui-même fut ébloui par la beauté et les dimensions de cette œuvre. Un seul personnage du groupe devait néanmoins prendre rang parmi les 7 merveilles du monde. Nous en tenons la description de Philon de Byzance. Il écrivait « Voici la statue élevée pour honorer le dieu du soleil, Hélios. Elle a figure humaine et son bras droit porte haut une torche flamboyante. Aussi devint-elle un phare. » Nous ne saurons jamais ce qu'était l'allure de cette statue. Nous n'en possédons aucune représentation qui lui soit contemporaine. Tous les auteurs anciens s'accordent à dire que la statue était l'œuvre de Carès, citoyen de l'Indos. Il lui fallut 12 ans pour mener à bien son entreprise. Il rencontra certainement d'énormes difficultés techniques lors de la fonte de la statue. La seule œuvre que l'on connaisse, approchante par la taille, sont les colosses de même nom en Égypte. Comment parvint-on finalement à exécuter cette gigantesque statue? Philon de Byzance décrit sa fabrication comme suit. Tout d'abord, Carès coula les jambes dans le bronze, puis on les mit debout. Un par un, les morceaux du corps furent délivrés du moule qu'avait créé l'artiste. L'ensemble ainsi soudé était maintenu par une sorte d'échafaudage de sable, tandis que l'intérieur du colosse était rempli de pierres afin de l'alourdir pour qu'il ne s'écroule pas. Selon les experts contemporains, ce qui vient d'être décrit relève de l'exploit et des techniques possibles de l'époque. La statue fut achevée en l'an 251 ou 281 avant notre ère. Cette œuvre incroyable a tenu bon une bonne 60aine d'années. De la statue, après sa destruction, Pline
devait écrire « Même à terre, cette statue demeurait l'une des merveilles du monde. » Aujourd'hui, il n'en reste absolument plus rien. Le mont Smith est aussi appelé Agios Stéphanos. Sur la colline s'étend une cité hellénistique du IIIe siècle avant Jésus-Christ, exhumée par les Italiens. Ces derniers restaurèrent le stade du IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'acropole du IIe siècle avant Jésus-Christ et un petit odéon. Avant sa restauration, il ne restait de l'ancien stade que quelques rangées de tribunes. Aujourd'hui, long de 190 mètres et large de 35 mètres, il nous montre clairement ce que pouvait être un stade hellénistique au IIe siècle avant Jésus-Christ. Le petit théâtre présente une étonnante forme carrée. Seulement 3 sièges de la rangée inférieure sont d'époque. Ce théâtre, qui peut à nouveau accueillir 800 spectateurs, était sans doute la salle de cours de la fameuse école de rhétorique de Rhodes, où même des hommes politiques romains se sont rendus, notamment César et Cicéron. Sur le mont Smith, il ne reste guère de vestiges de l'Antiquité. Les Italiens restaurèrent seulement 3 colonnes et demie d'un temple dédié à Apollon. À côté de cette reconstruction, on peut également voir les rares vestiges d'un temple dédié à Athéna et à Zeus. Dans l'Antiquité, l'acropole de la ville se trouvait sur le mont Smith. Celle-ci était entourée par des murs d'enceinte 2 fois plus longs que ceux entourant la cité des chevaliers. Au cours des 3 siècles précédant notre ère, plus de 60 000 personnes vivaient à l'intérieur de ces vieux murs. Le mont Smith porte le nom d'un amiral britannique qui, en 1802, commandait les unités de marine sur Rhodes. Les fusiliers marins britanniques avaient pour tâche de surveiller, en collaboration avec la Turquie, la partie orientale de la mer Méditerranée durant la campagne de Napoléon contre l'Égypte. Dans le port de Mandraki, à l'époque de l'Antiquité, c'étaient les navires de guerre de Rhodes qui y mouillaient l'ancre. Au Moyen Âge, c'étaient les galères des chevaliers.
Au début du XVe siècle, le grand maître Philibert de Naillac supervisa la construction du fort Saint-Nicolas à l'extrémité de la jetée, sur l'emplacement d'une tour byzantine. D'après la légende, c'est là que le colosse de Rhodes enjambait le port, mais malheureusement, aucun vestige ne subsiste. Sur la jetée qui sépare le port de Mandraki du port de commerce, on peut voir 3 moulins à vent médiévaux. À l'origine, ils étaient 13 à moudre le grain. Vu depuis les moulins, le palais des grands maîtres semble surgir des cyprès et des palmiers des jardins municipaux. The island of Rhodes lies 225 miles off the coast of Greece. It's the ideal place for a film or even a honeymoon. Evie and I had been married 3 weeks when I came here to make the Guns of Navarone. We were promised time off for the honeymoon we hadn't had time for back home. Rhodes is an old fortified town. In the harbor, they say, once stood the Colossus of Rhodes, a statue that was one of the 7 wonders of the world. It also has a Turkish quarter. Every Friday night, the Turks are called to prayer at the mosque. Before they're allowed to enter, they have to wash their feet and leave their shoes outside. We walked through squares where children were playing in the sunlight. One of them had set up in business as a baker. It tasted so good we had to share it with the other kids. Looks as if the baker knows his job. Dominée par le palais des grands maîtres, la cité médiévale est entourée de douves et de près de 4 kilomètres de remparts. 11 portes s'ouvrent sur la vieille ville qui regroupe le Kollakium et le bourg. Le Kollakium, dont la construction fut entamée en 1309, était le quartier des chevaliers. Dans le bourg vivait le reste de la population, composée de juifs, d'ottomans et de grecs. La vieille ville, qui compte parmi les plus belles villes fortifiées, est inscrite au patrimoine mondial naturel et culturel. À côté des vestiges d'un temple dédié à Aphrodite, se dresse une petite place au centre de laquelle ont été remontés des fonts baptismaux byzantins faisant office de fontaine. L'auberge d'Auvergne, achevée en 1507 par le grand maître Guy de Blanchefort, sert aujourd'hui de musée. Les boulets de canon, soigneusement empilés dans un coin,
sont un souvenir du siège ottoman de 1522. Sur la droite, la rue des Chevaliers conduit jusqu'au palais des Grands Maîtres que nous visiterons un peu plus tard. Le superbe édifice sur le côté ouest de la place du musée rivalise avec le palais des Grands Maîtres. Autrefois, nouvel hôpital des Chevaliers, il abrite aujourd'hui le musée archéologique de Rhodes. La rue Socratus, sorte de grand bazar, est une artère animée qui traverse la vieille ville d'est en ouest. Elle porte le nom du philosophe Socrate et conduit jusqu'à la mosquée de Soliman le Magnifique qui domine la vieille ville. Bien que surtout célèbre pour son architecture médiévale, la vieille ville offre beaucoup d'autres curiosités à ceux qui veulent découvrir le quartier turc. Les Turcs s'y installèrent après la conquête de Rhodes en 1522. Beaucoup de maisons turques furent détruites sous l'occupation italienne, mais heureusement, il en subsiste encore quelques-unes avec leurs balcons de bois et des subventions ont permis leur rénovation. Une petite marche dans les vieilles ruelles vous entraîne dans un monde différent, plus oriental qu'occidental. Ici, des voûtes enjambent d'étroites ruelles pavées séparant des immeubles. Leur architecture, certes banale, est antisismique. Les thermes pour les Romains étaient l'équivalent du hammam pour les Turcs. En 1765, ces derniers construisirent des bains relativement grands au centre de la vieille ville. Vous passez d'abord par le vestiaire où vous vous déshabillez entièrement sous une grande coupole. Vous enroulez ensuite une serviette éponge autour de votre taille et chaussez des sandales en bois. Ensuite, vous pénétrez dans la salle de bain
où malheureusement plus aucun masseur et responsable des bains n'offre ses services. Par la rue Socratus, on gagne la place Hippocratus, ornée d'une fontaine turque et sur laquelle s'élève la loge des marchands. La loge des marchands est un édifice à escalier extérieur du début du XVIe siècle. Le rez-de-chaussée servait de lieu de réunion, l'étage était affecté au tribunal pour les différents commerciaux. La construction en a été entreprise par Pierre d'Aubusson et terminée par Aymeries d'Amboise, dont on observe les armes respectives à la façade et au linteau de la porte d'entrée. Le vieux quartier juif entoure la place des Martyrs, qui est appelée ainsi en mémoire de tous les juifs rhodiens, raflés et envoyés dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. La fontaine sur la place est surmontée de 3 hippocampes de bronze. Sur le côté nord de la place se trouve le palais de l'archevêché, autrefois siège de l'administration navale des chevaliers. En sortant de la vieille ville, on aborde les quais du port de commerce, là où fut tournée l'une des premières séquences du film « Les canons de Navarone ». Il doit avoir été retardé, mais il va arriver, mon commandant. Oui. Commandant Franklin? C'est moi. Je m'appelle Baker. Excusez mon retard. Voudriez-vous venir avec moi? Allons-y. Je me trouvais si bien que je regrette de partir. Eh bien, quand vous serez tous prêts. Des grands ferry-boats et hydroglisseurs accostent dans le port de commerce, sous les remparts médiévaux, l'ancien port militaire des croisés.
Les navires marchands, tankers et cargos jettent l'ancre dans le port voisin d'Akandia. Avec ses tours jumelles, la porte de la Marine ou porte Sainte-Catherine constitue l'accès principal à la vieille ville lorsqu'on arrive du port. Schnell! Gehen Sie weg! Gehen Sie weg! Raus! Schnell! La rue des Chevaliers s'étend entre le port et le palais des grands maîtres. Cette célèbre rue médiévale est bordée par les auberges des langues ou nationalités de l'ordre de Saint-Jean. Construites au XIVe siècle dans le style gothique, les auberges étaient le lieu de réunion des chevaliers. On ne connaît pas l'emplacement de l'auberge allemande, mais les autres ont été restaurées par les Italiens au début du XXe siècle. L'auberge de France a des armoiries composées de la fleur de lys royale et du blason du grand maître Pierre d'Aubusson. L'austérité des façades est trompeuse. Les jardins des cours intérieures de ces auberges ont l'air charmant, mais on ne peut les apercevoir qu'à travers des grilles. Les maisons sont quasi toutes construites dans un style gothique tardif. Les façades austères portent les emblèmes en pierre de l'ordre ainsi que des différents grands maîtres. Un pont en arc reliait l'auberge d'Espagne et l'auberge de Provence. L'auberge de Provence est ornée des blasons de l'ordre des chevaliers de Saint-Jean, de la Maison royale de France,
du grand maître del Carretto et du chevalier de Flotta. Plus loin dans la rue, on passe sous un deuxième passage voûté où, à l'époque des chevaliers, une galerie reliait le palais des grands maîtres à l'église. Celle-ci fut complètement détruite par une explosion causée par la foudre en 1856. La rue des Chevaliers se termine ensuite sur la place Cléobule. C'est là que se trouve le plus beau bâtiment, le fameux palais des grands maîtres. L'édifice du XIVe siècle survécut au séisme et au siège, mais il fut endommagé par une explosion accidentelle en 1856. Restauré par les Italiens dans les années 30 pour Mussolini et le roi Victor Emmanuel III, le palais recèle de magnifiques mosaïques provenant de Cos qui ont donné leur nom à certaines salles. Le palais s'articule autour d'une cour dallée de plaques de marbre géométriques. Le côté nord est bordé de statues hellénistiques provenant de l'Odéon de Cos. Le grand escalier d'entrée mène dans une salle où se trouve une réplique de la sculpture représentant la mort du Troyen Laocoon et de ses fils. Les pièces sont décorées de meubles et d'œuvres d'art de styles très différents. Comme véritable curiosité, il n'y a que les très belles mosaïques revêtant les sols. Elles proviennent de l'île de Kos et datent essentiellement des IIIe et IIe siècles avant Jésus-Christ. La place du Palais, ancienne cour extérieure, donne accès à la porte Saint-Antoine. Un rempart entouré de fossés de deux côtés et aujourd'hui planté d'arbres donne une vue magnifique sur le palais des grands maîtres. Précédée d'un fossé que franchit un pont à arches, la porte d'Amboise porte les armes de l'ordre et celles du grand maître qui l'a fit édifier, Aymery d'Amboise, frère du ministre de Louis XII, le cardinal Georges d'Amboise. Au Moyen-Âge, les chevaliers allemands contrôlaient cette section des remparts. Et curieusement, cette même situation se retrouve dans le film Les canons de Navarone.
Lorsque les chevaliers de Saint-Jean occupèrent l'île en 1309, ils commencèrent par agrandir les remparts byzantins. Le blocus turc en 1480, qui prit fin sans succès après 89 jours, indiqua clairement que ces murs ne résisteraient pas à un nouvel assaut plus vigoureux. Les chevaliers firent venir sur l'île les meilleurs architectes en matière de forteresse et renforcèrent les remparts. Le mur intérieur atteignit 20 mètres de haut au-dessus des douves avec une épaisseur de 12 mètres. Afin de protéger les 7 portes de la ville, on construisit des tours et des bastions aux formes arrondies, résistant davantage aux boulets des canons. Chaque auberge ou groupe de chevaliers d'une même nationalité avait la responsabilité d'une section des remparts et la construction se faisait par étapes en fonction de l'enthousiasme et des ambitions du grand maître du moment. De petits îlots fortifiés dans les douves, larges de 25 mètres, offraient une protection supplémentaire. En juin 1522, les Turcs arrivèrent avec 200 000 soldats et pionniers. Ils ne rencontrèrent l'opposition que de 500 chevaliers, 1500 mercenaires et une population rurale mal préparée. Au cours du combat qui dura 6 mois, 50 000 Turcs et 350 chevaliers perdirent la vie, mais les murs résistèrent aux Turcs. Les conditions de paix des Turcs étaient si avantageuses que les chevaliers finirent par accepter de mener des négociations de paix avec eux. Ils quittèrent l'île avec 4000 Grecs le 1er janvier 1523. Nous quittons les remparts pour traverser une dernière fois la vieille ville de Rhodes. Les ruelles et les places anciennes sont tellement pleines d'animation que vous pourriez vous y promener des jours entiers sans vous ennuyer. Les cafés aux voûtes antiques ou les terrasses baignées de soleil, d'où on a une vaste vue sur les toits anciens et les vieilles murailles, donnent à la ville son ambiance et son cachet.
Dans un jardin paisible, en face de la mosquée de Soliman le Magnifique, se trouve la bibliothèque turque, fondée par Ahmet Havouz en 1794. Elle abrite des collections inestimables de manuscrits enluminés, perses et coraniques. Entre la mosquée et les remparts, il est impossible de manquer la grande tour de l'horloge, construite en 1851. De son sommet, on a une merveilleuse vue panoramique sur la vieille ville. Soliman le Magnifique construisit la mosquée qui porte son nom en 1523 pour célébrer sa conquête de Rhodes. L'impressionnant édifice actuel, peint en rose et surmonté d'un dôme, fut construit en 1828 et n'est ouvert qu'aux fidèles. À l'extérieur des remparts, la ville nouvelle offre tout l'éventail des merveilles et horreurs commercialisées dans une métropole internationale. Rhodes est une ville controversée. Certains Grecs préféreraient contourner ce gâchis, œuvre d'architectes dépourvus d'inspiration, qui ont construit un nombre considérable d'hôtels, appartements et bureaux à l'extrême nord de l'île. À Rhodes, il est même possible de nager dans la mer directement en bordure de la ville. Les plages sont bien évidemment bondées en plein été, mais elles se trouvent à proximité des hôtels.
Dans la ville nouvelle, on trouve davantage de touristes que d'autochtones. Mais beaucoup de ces touristes savent apprécier le fait qu'à la ville de Rhodes, ainsi que dans la banlieue, il règne une animation folle jusqu'aux petites heures du matin et tout est prévu pour satisfaire les souhaits et les besoins des touristes. C'est sans doute là le prix à payer pour que la ville ancienne de Rhodes garde ce cachet historique et architectural qui en fait un des sites les plus intéressants des îles du Dodécanèse.